Merci Olivier. Vous imaginez peut-être après cette présentation que je vais vous faire une conférence très savante. Je vous rassure tout de suite, il n'en est rien. Je vais essayer de vous présenter le plus simplement possible des choses simples. Mon but étant davantage de vous proposer une synthèse que des éléments très nouveaux. Vous avez vu au cours des semaines que vous avez passées ici toute une série d'informations qui se complètent les unes des autres, et j'espère que mon exposé va aider à en voir la synthèse. Alors, ce que nous pourrons envisager ensemble, eh bien, c'est d'abord ce qui concerne les résistances avec ce qui les caractérise, et vous verrez que certains de ces aspects sont moins évidents qu'on pourrait le penser. Ensuite, les principes qui guident ou qui devraient guider le choix des associations thérapeutiques, et puis les résultats attendus. Il est clair bien sûr que les résultats attendus font normalement partie des principes de choix. Facteurs de résistance aux antipaludiques, et tout d'abord une petite remarque terminologique. Je préfère de beaucoup le terme d'antipaludique à celui d'antipaludéen. Un paludéen, c'est un malade. Il a déjà assez de soucis comme ça pour que, en plus, on ne lui crée pas des ennemis. Antipaludique me paraît personnellement préférable. Alors, ces facteurs de résistance, et c'est une notion que l'on n'a peut-être pas assez clairement à l'esprit, ces facteurs de résistance impliquent trois partenaires, ou peuvent impliquer trois partenaires différents, qui sont les plasmodiums, le médicament antipaludique lui-même, la population qui reçoit ce médicament. Et dans chaque cas, doit être distingué ce qui concerne l'apparition de la résistance et puis l'extension, l'apparition étant un phénomène finalement isolé, qui ne présente qu'un intérêt médical pour le malade lui-même, mais qui n'a aucune traduction sur le plan de la santé publique, et les conséquences pour la santé publique n'apparaissent que lorsqu'il y a une extension de ces résistances. Les facteurs liés au plasmodium, pourquoi y a-t-il des résistances qui apparaissent? Eh bien, il y a toute une série d'éléments qui favorisent l'apparition de ces résistances. D'abord, le fait que chez l'homme, le plasmodium est haploïde, c'est-à-dire qu'il ne reçoit qu'un matériel génétique, cette haploïdie favorisant bien sûr les conséquences en quelque sorte d'une mutation génique qui serait autrement ou qui pourrait autrement être camouflée si le parasite était diploïde et s'il y avait par conséquent deux potentiels génétiques qui se complètent. Le deuxième élément favorisant la résistance est l'importance de la biomasse parasitaire. Vous savez comme moi que des parasites émis à 10, 15, 25% ne sont pas extraordinairement exceptionnels. Ceci correspond à un nombre vraisemblable de plasmodium. Je dis invraisemblable parce que je l'oublie, il a été calculé, mais je l'oublie régulièrement. Et l'importance de cette biomasse favorise bien sûr l'apparition d'une mutation génique chez un parasite un peu particulier. Ceci, c'est ce qui conditionne l'apparition des résistances. L'extension, eh bien, l'extension nécessite une production suffisante de gamétocytes correspondant aux gènes singuliers ou pluriels mutés, une production suffisante de gamétocytes qui doivent être viables et qui doivent être autant que possible de sexe opposé pour permettre une fusion ensuite chez l'anophèle. Les facteurs liés aux antipaludiques, deuxième rubrique, eh bien, ces facteurs relèvent tout d'abord du mécanisme d'action qui conditionne dans une large mesure l'apparition de la résistance, et en ce qui concerne l'extension, la pharmacocinétique et la posologie utilisée. L'apparition, elle est d'autant plus fréquente, d'autant plus à craindre, que l'antipaludique a un mécanisme d'action qui est simple.
Et c'est le cas de différents médicaments qui sont rappelés ici, qui ont comme point d'impact l'inhibition d'un système enzymatique nécessaire aux parasites. Et il est évident qu'une mutation à ce niveau peut suffire à compromettre l'activité de l'antipaludique. Au contraire, l'apparition est beaucoup plus rare lorsqu'il y a plusieurs mécanismes qui interviennent ou encore des mécanismes qui sont complexes. C'est le cas des dérivés de l'artémisinine, ceux que l'on tente de plus en plus à appeler avec un nom barbare d'artésunien. Parmi ces mécanismes d'action, il y a une formation de radicaux libres, et ce sont ensuite ces radicaux libres qui, après activation, agissent sur le parasite. Un mécanisme donc compliqué, à plusieurs étapes, dont la modification implique des mutations géniques plus importantes que dans le cas précédent. Un cas particulier, ce n'est pas le seul, mais un cas particulier, c'est celui de la chloroquine, pour lequel le mécanisme d'action et le mécanisme de résistance sont en grande partie dissociés. Mécanisme d'action, eh bien, c'est, je vous le rappelle, on le connaît tous maintenant, la détoxification du fer héminique. Le plasmodium consomme de l'hémoglobine, dissocie la molécule d'hémoglobine, et le fer contenu dans cette molécule est toxique pour le parasite. Et le parasite arrive à survivre en détoxifiant ce produit sous forme d'hémozoïdes, de pigments hémozoïques. A l'inverse, l'inhibition de cette détoxification restaure le caractère lithique des produits de dégradation de l'aine et correspondent à l'action de la chloroquine. Une remarque au passage, je crois l'avoir déjà parlé à quelques-uns d'entre vous dans des conversations directes, une remarque au passage, ce mécanisme d'action de la chloroquine est pour tous les médecins et pour tous les chercheurs une remarquable leçon de modestie. En effet, il faut bien réaliser que la chloroquine, dans l'histoire de l'humanité, a été probablement un des médicaments les plus largement prescrits. Pendant plus de 50 ans, des millions de personnes ont régulièrement pris les comprimés de chloroquine. Et il a fallu presque 50 ans pour savoir comment agissait la chloroquine. En raisonnant à contrario, bien, on voit combien peut être difficile, j'en parlerai après-demain, le travail des chercheurs qui font de la pharmacologie ciblée et qui, partant d'un mécanisme d'action, essaient d'imaginer de nouveaux médicaments. Et nous verrons que, pour être logique, ce mode de raisonnement est quelquefois peu productif. Mécanisme d'action, donc, détoxification héminique. Et mécanisme de résistance, eh bien, mécanisme de résistance, il est différent. Il s'agit d'un mécanisme chassant la chloroquine de la vacuole plasmodiale, chassant la chloroquine et empêchant le médicament d'atteindre une concentration efficace. Tout ceci concernait pour les parasites, pour les antipaludiques, l'apparition des résistances. Qu'en est-il de l'extension, le deuxième volet? Eh bien, cette extension peut être conditionnée par trois types d'éléments. Tout d'abord, une concentration, généralement une concentration sérique qui est inférieure au seuil minimum qui correspond à la destruction des parasites. Et cette concentration sérique insuffisante peut être obtenue dans un certain nombre de cas. Il peut s'agir d'antipaludiques à élimination lente, où au départ la concentration sérique du médicament est élevée,
et puis comme l'élimination se fait pendant une période assez longue, dans les jours ou dans les semaines qui suivent, on n'a plus que des concentrations infrathérapeutiques, ou bien, et c'est un autre cas non négligeable d'extension des résistances, une posologie non adaptée avec un sous-dosage ou avec un traitement insuffisamment prolongé. Enfin, le troisième volet de ces résistances, peut-être le moins connu, mais également le moins fréquent, est en réalité une pseudo-résistance qui est liée à certaines populations. Il s'agit du proguanil qui est en réalité actif, non pas directement, mais par l'intermédiaire d'un de ses métabolites, le chlorproguanil. Or, le chlorproguanil apparaît chez l'homme sous l'effet d'une enzyme, d'ailleurs plutôt une famille d'enzymes, cytochrome P450, et certaines populations ont des mutations géniques qui font que ce cytochrome P450 est absent et que par conséquent le proguanil ne peut pas être transformé en son principe actif. Il s'agit là, je le répète, d'une fausse résistance puisqu'elle concerne uniquement un médicament et tout à fait indépendante et du parasite et d'un mécanisme général. Alors, dans ce contexte d'ensemble, quelles sont les indications des associations thérapeutiques? Eh bien, de façon très générale, on associe les médicaments pour améliorer l'efficacité. On peut bien entendu chercher à le faire dans le cas du paludisme. Et puis ici, on associe les médicaments surtout pour prévenir les résistances selon une logique, selon un rationnel, que nous allons voir dans un instant. Le choix des antipaludiques associés, eh bien, ce choix, dans l'ensemble, reposant sur un critère essentiel, on associe des médicaments qui ont des modes d'action différents, indépendants, c'est logique, et dans toute la mesure du possible, qui ont des cibles différentes au niveau du parasite. La probabilité à ce moment-là de voir apparaître des gènes mutants qui annulent l'action du médicament, cette probabilité devient très faible. Pour guider ce choix des associations thérapeutiques, les mathématiciens se sont livrés à des exercices très compliqués et ont proposé des modèles mathématiques extrêmement savants, si savants d'ailleurs que je n'ai absolument rien compris à ces modèles mathématiques. Donc, périodiquement, ils sortent de nouvelles moutures. Ce que j'ai retenu tout de même, à mes yeux c'était l'essentiel, c'est que la probabilité d'observer des mutants simultanément résistants à deux antipaludiques, s'ils sont bien choisis, eh bien cette probabilité est égale au produit des fréquences individuelles de mutation. Alors, un exemple tout de suite, on associe deux antipaludiques A et B. Pour le premier, la fréquence théorique de mutation aboutissant à une résistance est de 1 pour 1 million, ce qui est finalement beaucoup, parce que compte tenu de la biomasse parasitaire. Puis l'antipaludique B, lui, c'est de 1 pour 10 puissance 12. Bien, l'association A plus B aura une probabilité de voir apparaître des résistances de produit de ces deux fréquences, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance 18, et on tombe à ce moment-là au-delà de ce qui peut raisonnablement apparaître et avoir une conséquence au niveau de la biomasse. Encore une fois, c'est le seul élément compréhensible, pour moi en tout cas, des modèles mathématiques proposés jusqu'ici. Alors, parmi les associations possibles d'antipaludiques, eh bien, il y a toute une série de possibilités qu'on peut résumer en deux. Association sans ou avec des dérivés de l'artémisinine. Je vous ai rappelé ici quelques associations
sans dérivés de l'artémisinine que l'on finit par oublier parce que trop souvent la bithérapie antipaludique devient synonyme dans l'esprit de la plupart des gens de artésunate plus autre chose. Il n'y a pas que cela. Alors vous avez ici listé à peu près toutes les associations proposées: chloroquine, sulfanoxyde pyrimétamine, ou amodioquine fansidar, ou quinine et tétracycline, ou quinine doxycycline, atomacone proguanil, le malarone, et mefloquine, sulfanoxyde pyrimétamine, fancimef. Ces associations ont presque toutes, à leur début, suscité des espoirs. Je pense notamment à celle-ci, qui était considérée comme la clé de tous les problèmes. La suite a montré que, généralement, sauf peut-être pour le malarone, il n'en était pas ainsi. Association avec des dérivés de l'artémisinine, pourquoi? Eh bien, l'artémisinine et ses dérivés constituent des antipaludiques de choix pour trois raisons. Elle est très rapidement efficace, elle diminue la parasitémie de 10 000 à chaque cycle parasitaire. Donc, toutes les 48 heures, le nombre de parasites est diminué par 10 000. Deuxièmement, ce médicament est schizonticides et, dans une certaine mesure, gamétocytocide. C'est-à-dire qu'il va agir, il va limiter plus exactement le risque d'une extension d'une résistance éventuelle. On a vu l'importance de la gamétocytogénèse dans l'extension des résistances. La résistance est un phénomène aléatoire, imprévisible, une mutation génique. L'extension, elle, est liée à la capacité du parasite de fabriquer des gamétocytes résistants, et bien qu'ici le produit a une relative activité gamétocytocide. C'est important et c'est, je vous le rappelle, l'inverse de ce qui se passe avec d'autres antipaludiques, et en particulier avec la sulfanoxyde pyrimétamine, qui semble au contraire favoriser la production de gamétocytocine et donc favorise l'extension des résistances. Et puis, le dernier élément intéressant, l'artémisinine et ses dérivés sont des médicaments qui sont très rapidement éliminés, et on n'a donc pas cette diminution progressive de la concentration sérique du médicament avec progressivement apparition de concentrations qui sont infrathérapeutiques, ce qui favorise la sélection de mutants résistants. Parmi les différents dérivés, eh bien, l'artéméter a été utilisé dans diverses combinaisons, artéméter et lumefantrine, avec ici les noms de spécialité, ou la dihydroartémisinine avec la pipérakine, et vous avez ici un nom d'une autre spécialité. En réalité, c'est surtout l'artésunate qui est utilisé dans les associations thérapeutiques, l'artésunate qui a été combiné, du moins associé, à ces grandes séries d'antipaludiques variés, chloroquine, amodiaquine, mefloquine, sulfanoxyde pyrimétamine, ou bien le couple chlorproguanil d'Abson. Les résultats de ces différentes associations, eh bien, ces résultats concernent, et là je vous renvoie aux objectifs qu'on s'était fixés au départ dans l'utilisation d'une bithérapie. Ces résultats concernent l'efficacité et la résistance, l'efficacité thérapeutique et l'efficacité contre les résistances. L'efficacité thérapeutique, j'ai mis plus ou moins pourquoi? Bien parce que l'artésunate à lui seul guérit à peu près 95% des paludistes, et il est difficile de faire beaucoup mieux. Jadis, un humoriste français disait que, en se moquant des publicités, disait que des lessives prétendaient laver plus blanc que blanc et qu'il ne voyait pas bien ce qu'il pouvait y avoir
de plus blanc que le blanc, ben là c'est un petit peu pareil, on ne voit pas bien ce qui peut guérir plus de 100% des malades. Donc l'efficacité thérapeutique, en réalité, son amélioration par l'utilisation d'une association, son amélioration n'est pas évidente. En revanche, et ça c'est important, on peut dans l'ensemble, en associant l'artésunate à un autre antipaludique, raccourcir la durée du traitement. Ce raccourcissement qui est en matière de médecine tropicale un des dogmes les plus absolus, les plus constants, pour des raisons tout à fait faciles à comprendre. Plus un traitement est long, plus il est difficile à suivre, à administrer, à vérifier, plus il est exposé à des erreurs, notamment posologiques. Il n'est pas possible de rester dans les villages pendant une semaine ou 10 jours pour vérifier que c'est bien la bonne dose qui est prise régulièrement, et donc on a des risques de sur- ou de sous-dosage, et à l'inverse, un traitement assez court présente des avantages importants. Et là, dans l'ensemble, les associations médicamenteuses permettent d'aboutir à des schémas thérapeutiques de 3 jours, ce qui est, dans l'ensemble, assez facilement utilisable. Efficacité contre les résistances, eh bien, protection de l'artésunate, j'ai mis un point d'interrogation. J'ai mis un point d'interrogation, pourquoi? Tout simplement parce que nous ne connaissons pas, heureusement d'ailleurs, nous ne connaissons pas de résistance. Alors, nous ne connaissons pas de résistance, est-ce que c'est parce qu'on a utilisé des bithérapies? On n'a aucun moyen de vérifier la pertinence de la bithérapie dans le retard d'apparition d'une résistance, puisque on ne sait pas ce qui se passerait si on ne faisait rien. Il est tout de même raisonnable de penser qu'il y a effectivement une protection de l'artésunate, puisque l'émergence de souches résistantes à une association, par exemple, artésunate, sulfadoxine pyrimétamine ou artésunate ammoniaquine, eh bien, ces résistances exigent une mutation polygénique dont la fréquence, dont la probabilité est évidemment plus faible qu'une seule mutation. L'autre élément important, et j'y faisais allusion l'autre jour ici même, est la restauration de l'activité de l'antipaludique associé à l'artésunate. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ce que l'on a observé en Thaïlande, près de la frontière birmane, où la méfloquine avait perdu à peu près toute efficacité. La quasi-totalité des souches étaient méfloquino-résistantes. La méfloquine a été associée à l'artésunate. Et après quelque temps de cette bithérapie, eh bien, on a vu peu à peu réapparaître des souches méfloquino-sensibles, et on peut donc espérer dans certains cas voir réapparaître une efficacité thérapeutique à des antipaludiques qui, dans certaines zones, ont perdu toute activité. Je pense par exemple à la chloroquine. Les associations à l'étude, eh bien, il y a toute une série de pistes variées, avec l'Artécom, vous voyez, une association qui sera une quadrithérapie, puisqu'il y a artésunate, piperaquine, piperaquine, hydroartésimésinine, trimethoprim. L'association précédente plus primaquine, c'est-à-dire qu'il y aura 4 antipaludiques, ou bien naftoquine, dihydroartémisinine, pyronaridine, artésunate, toute une série de combinaisons possibles, au moins sur le plan théorique, car le passage à la pratique n'est pas encore réalisé, sauf peut-être pour l'Artécom. En fait, à propos des antipaludiques, 4 questions essentielles se posent. En premier lieu, bien entendu, le choix de l'antipaludique associé à l'artésunate. Il faut bien entendu, comme nous l'avons vu, que cet antipaludique est un mode d'action différent de celui de l'artésunate, qu'il est une cible parasitaire qui soit elle aussi différente, et qu'il est une pharmacocinétique, une vitesse d'élimination
dans l'organisme et qui soit adapté. Je passe tout de suite dans cette liste au point 4, c'est-à-dire l'amélioration galénique. De quoi s'agit-il? Eh bien, il est important de pouvoir réunir les deux antipolludiques, ou éventuellement les trois antipolludiques, dans un même comprimé. Autrement, les rythmes d'administration des antipolludiques aboutissent à des schémas thérapeutiques qui sont à peu près impossibles à utiliser. Et j'ai jadis pas mal travaillé avec l'OMS sur l'association artésunate sulfadoxyl pyrimétamine, avant qu'il soit possible de réunir les produits dans un même comprimé, et c'était absolument infernal parce qu'il fallait des schémas thérapeutiques adaptés par classe d'âge, avec tant de comprimés d'artésunate, tant de moitiés de comprimés de sulfadoxyl pyrimétamine à prendre à différents moments. C'est très très compliqué. Donc il faut absolument pouvoir, au sein d'un même comprimé, réunir les médicaments associés. Et vous savez que cette association dans un même comprimé peut même être encore améliorée, puisque vous avez l'exemple des trioxaquines, où là c'est une association poussée à sa limite extrême. Ce n'est plus une association de deux médicaments dans un même comprimé, mais c'est l'association de deux principes actifs au sein de la même molécule, puisque les trioxaquines sont faits de trioxane, principe actif de l'artésunate, et du noyau chloroquine. Dans les autres éléments de choix, intervient bien entendu le prix. L'idée de base logique est de dire mais il y a 2 fois plus de médicaments, donc ça va coûter 2 fois plus cher. En réalité, ce n'est pas vrai, et on peut arriver, c'est ce que nous essayons d'obtenir de certaines industries pharmaceutiques, on peut arriver à avoir le prix d'un traitement par une bithérapie très voisin, très proche du traitement en monothérapie. Pour être tout à fait concret, de l'ordre de $1 américain en monothérapie pour le traitement et de $1,18 ou de $1,20 en bithérapie. Bien entendu, c'est plus cher, mais ça reste tout de même dans des limites de prix qui sont accessibles. Bien évident que s'il fallait du jour au lendemain doubler les dépenses en matière de thérapeutique antipalludique, ça resterait tout à fait théorique, ça n'aurait aucun intérêt pratique. Et puis, un des éléments qui, d'après mon expérience, est peut-être le plus difficile, ce sont les décisions politiques. Les décisions politiques, pour toute une série de raisons. Dans certains cas, il s'agit de la pression commerciale des firmes thérapeutiques qui cherchent à tout prix à continuer à vendre des antipalludiques, qu'ils soient actifs ou moins actifs. Au moins aussi importante que cette pression commerciale, qui est tout de même très présente et beaucoup plus qu'on l'imagine, il y a l'immobilisme de certains milieux politiques ou de certains milieux administratifs. Dans beaucoup de pays, je ne précise pas davantage ma pensée, mais la tentation est de dire, eh bien, depuis 40 ans, le médicament de première ligne, c'est la chloroquine, et on répète, le médicament de première ligne, c'est la chloroquine, et changer de médicament, c'est toute une affaire. Alors déjà, admettre le principe de changer d'antipalludique, c'est déjà une révolution. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur une bithérapie, deuxième révolution, deuxième constitution de commissions, de groupes de travail qui se réunissent, qui palabrent, qui perdent des semaines à discuter. Et puis troisième niveau, le choix de l'association, alors rebelote, palabre, recommission, tout cela prend énormément de temps. Il n'empêche que ces dernières années en particulier, je dirais même ces derniers mois, on voit en Afrique notamment le processus s'accélérer d'une façon qui est assez satisfaisante, avec essentiellement 2 bithérapies utilisées, artésunate amodiaquine d'une part, artésunate sulfadoxyl pyrimétamine de l'autre. Voilà, ceci, ce sont des efforts encore tout à fait préliminaires dans mon initiation à la langue malgache. Alors, je vous laisse le livre.
vous pourrez y mettre la prononciation que vous voudrez. La mienne, je préfère ne pas l'utiliser parce que s'il y avait uniquement parmi vous uniquement des Wolofs ou des Sérères, ça irait très bien, mais comme il y a malheureusement aussi des Malgaches, si je m'amuse à prononcer ça en malgache, vous allez éclater de rire, ce qui ne me gêne pas, mais vous aurez l'impression que je me moque de votre langue, et ça me gênerait beaucoup. Voilà, je vous remercie.